Alors, les ministères des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, de Jordanie, de Bahreïn, des Émirats Arabes Unis, du Qatar, de l'Indonésie, du Pakistan, de Turquie, de Syrie, de la Palestine, du Koweït, du Liban et du Sultanat d'Oman, ainsi que les secrétaires du Conseil de coopération des pays du Golfe, de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique, ont exprimé leur ferme condamnation et leur profonde préoccupation concernant les déclarations faites par l'ambassadeur américain en Israël, dans lesquelles il a indiqué accepter le contrôle d'Israël sur les terres appartenant à des États arabes, y compris la Cisjordanie occupée. Dans une déclaration conjointe, les ministères ont réaffirmé leur rejet catégorique par leur pays de ces propos dangereux et déstabilisateurs qui constituent une violation flagrante des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies et représentent une grave menace pour la stabilité de la région. Et pour parler davantage de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ex-ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour à vous. Alors, Monsieur l'ambassadeur, tout d'abord, comment vous voyez ces récents propos de l'ambassadeur des États-Unis en Israël? Alors, premièrement, je pense que je considère que ces propos de l'ambassadeur Mike Huckabee relèvent davantage d'une posture qui est plutôt idéologique, à forte connotation religieuse, que d'une déclaration mesurée qui émane d'un diplomate, et que ce qui fait preuve de rationalité politique et de pleine conscience des conséquences de ses paroles. Un ambassadeur, étant donné que moi je suis ambassadeur moi-même, on est censé incarner l'équilibre, la responsabilité et même la lucidité stratégique. Or, ces déclarations en question manquent de retenue et d'appréciation des répercussions régionales d'un discours aussi sensible. Et c'est pour ça qu'on a vu la forte réaction des pays arabes, islamiques et même des pays qui cherchent à trouver la paix, encore une fois, dans la région du Moyen-Orient. Cela étant dit, et malgré la gravité de ces propos, nous sommes convaincus qu'ils ne reflètent pas ni la position officielle de l'administration américaine, ni même la vision du président Trump, qui a exprimé à plusieurs reprises sa volonté d'œuvrer à l'instauration d'une paix durable dans la région. Alors je trouve que le message de son ambassadeur en Israël contredit exactement les propos et les initiatives américaines du président américain lui-même. En réalité, ces déclarations de M. Huckabee vont exactement à l'encontre même de l'objectif affiché de stabilisation et d'apaisement. C'est précisément pour cette raison que l'Égypte et d'autres pays, comme vous venez de le citer dans votre rapport, ont demandé des clarifications officielles afin de dissiper toute ambiguïté et éviter de telles déclarations ne soient interprétées comme un changement d'une position stratégique des États-Unis. C'est le point le plus important. Est-ce que cela représente une position américaine? Et c'est ici vient le danger d'une telle déclaration. Alors justement, Monsieur l'ambassadeur, vous venez de parler de ce communiqué des pays arabes islamiques, bien sûr, avec l'Égypte. Tout d'abord, comment vous voyez cette coordination qui existe entre ces pays vis-à-vis de cette situation et leur réaction rapide également concernant ces déclarations? Alors je trouve que s'il y a un bon côté de ces déclarations, c'est que la majorité des pays arabes islamiques du Moyen-Orient ont rejeté catégoriquement les propos de l'ambassadeur Mike Huckabee. Alors il a aidé à réunir une position unifiée envers ces propos fanatiques, religieuses, que je trouve qui ne sont pas vraiment, comme je viens de dire, ils vont à l'encontre même du plan du président Trump. Oui. Alors justement, quand on parle également de la situation à Gaza et du cessez-le-feu restauré ou qu'on essaye de restaurer à Gaza, comment vous voyez l'influence de ces déclarations sur la situation également dans cette région? Alors, premièrement, je trouve que premièrement, on doit avoir une explication américaine.
pour ses propos d'un côté. D'autre côté aussi, je pense que Son Excellence le Dr Badr Abdelghati, le ministre des Affaires étrangères, que ce soit avec ses rencontres avec Marco Rubio ou même l'envoyé Steve Witkoff, avait un message direct. Je peux même en parler de 3 ou 4 messages, que le cessez-le-feu est indispensable, que l'aide humanitaire doit entrer sans condition, et que cela ne suffit pas, il faut un processus politique clair, limité dans le temps. Parce que quand on a un processus clair en ce qui concerne la fin de cette étape, qui veut dire que l'arrivée à un État palestinien indépendant, alors là, toute voix qui contredit cette vision sera une voix qui contredit la recherche de la paix dans la région. Et c'est pour ça que le danger d'avoir un processus incomplet de paix qui termine avec la création d'un État palestinien laisse toujours un vide qui permet à cet ambassadeur ou même d'autres de parler d'autres positions. On a entendu juste avant ces déclarations de l'ambassadeur américain, on a entendu le Premier ministre israélien parler qu'il n'est pas question de parler d'un État palestinien sous n'importe quelle forme dans la région. Alors là, si on a une vision américaine qui prévoit d'une manière claire avec une fin à l'occupation et l'établissement d'un État palestinien, alors là on peut parler que la situation devient une situation ou une position officielle. Et c'est ce qu'on cherche, c'est la fin et non les étapes intermédiaires, si j'ose le dire. Oui. Alors justement, Monsieur l'ambassadeur, ça nous mène aussi à parler de la deuxième phase de cet accord de cessez-le-feu qui doit être appliqué rapidement pour au moins gagner ce qu'on a réalisé jusqu'à présent. Et il y a un effort inlassable de la part de l'Égypte pour parvenir à cette deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Alors moi, premièrement, excusez-moi, mais moi je trouve que mon problème, c'est que même la première étape n'a pas été exécutée de bonne foi de la part d'Israël. On n'a pas trouvé le nombre ou la quantité d'aide humanitaire qui devait être à Gaza pendant ces temps-là. On ne parle pas jusqu'à maintenant de le retrait israélien. Alors même la première étape n'a pas été conçue de la manière qu'on attendait. Mais cela dit, on est déjà dans la deuxième étape. On doit commencer à parler, comme on parle avec le désarmement des mouvements de résistance palestinienne, on doit aussi commencer à parler d'une manière claire à propos du retrait israélien des territoires gazaouis. N'oublions pas que plus de 55% du territoire de Gaza est sous une occupation directe d'Israël. Et cela ne peut être accepté. On ne peut pas, comme on l'a dit plusieurs fois, mettre toutes les obligations sur la partie palestinienne et ne pas parler des obligations israéliennes pour pouvoir arriver au but. La question n'était pas seulement de rendre les otages et puis Israël reprend ses attaques comme on l'a vu depuis ce qu'on a déclaré, la première étape, qui devait constituer un arrêt, un cessez-le-feu complet. Cela n'a pas été fait. On a vu des jours où on peut arriver à 40 morts par jour de la part des Palestiniens, sans aucune réprimande des États-Unis ou même la communauté internationale d'une manière sérieuse contre Israël. Alors cette politique d'impunité d'Israël doit arrêter et que Israël doit être jugé selon ses actes et non selon ses intentions qui ne sont pas jusqu'à maintenant claires, ou même au contraire, je trouve que ces intentions sont contre la vision du président Trump. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Menigi. Je rappelle, vous êtes ex-ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique Mohamed Abdel Latif. La réunion avait porté sur plusieurs dossiers relatifs au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique dans le cadre des efforts déployés par l'État pour améliorer la qualité de l'éducation. Les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni dimanche avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique Mohamed Abdel Latif. Au cours de la réunion, le ministre de l'Éducation a présenté les initiatives du ministère visant à intégrer les technologies modernes au programme scolaire, notamment par l'enseignement de la programmation de l'intelligence artificielle en coopération avec le Japon, leader mondial dans ce domaine. La réunion a également été focalisée sur les modalités de la distribution de tablettes aux élèves de l'enseignement technique, ainsi que les efforts déployés pour faire de l'enseignement un système international conforme aux normes mondiales. Cet objectif sera atteint grâce à une coopération avec plusieurs pays, en particulier l'Italie, avec laquelle un accord a été conclu pour la fondation de 103 écoles techniques qui seront opérationnelles dès la prochaine rentrée scolaire. Dans ce contexte, le président a souligné la nécessité de veiller à la qualité de l'enseignement et de suivre l'évolution des technologies de programmation et d'intelligence artificielle afin de les mettre à la disposition des étudiants conformément aux normes internationales. Il a également insisté sur l'importance de tout mettre en œuvre pour améliorer le niveau scientifique et professionnel des diplômés de l'enseignement technique afin de répondre aux besoins croissants du marché du travail. Le porte-parole officiel de la présidence, l'ambassadeur Mohamed El-Chenaoui, a indiqué que la réunion avait également porté sur les efforts déployés pour doter les étudiants de compétences en matière de numérisation financière, ainsi que sur l'état d'avancement du protocole relatif à l'éducation numérique et financier, signé entre le ministère de l'Autorité générale de supervision financière.